C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Le chef de la diplomatie syrienne, Faisal Al-Moqdad, entame une visite officielle en Algérie. Il a été reçu par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Situation extrêmement tendue au Soudan. La capitale Khartoum connaît depuis ce matin des combats entre les forces armées et les forces de soutien rapide. En France, quelques heures après la validation du Conseil constitutionnel de la loi sur les retraites, le bras de fer entre le gouvernement Borne et les syndicats s'intensifie autour de la désormais nouvelle loi sur la retraite. Après un balai diplomatique intense et la visite du président brésilien Lula da Silva, la Chine a des cartes à jouer sur la scène géopolitique mondiale. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On entame cette édition par l'actualité en Algérie avec la visite du ministre des Affaires étrangères syrien Faisal Al-Moqdad en Algérie. Le chef de la diplomatie syrienne a atterri en début de cet après-midi à l'aéroport international d'Alger, Ouari Boumediene, où il a été reçu par son homologue algérien Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères. أتيت هنا لكي أعبر عن المشاعر الصادقة من قبل قيادة الجمهورية العربية السورية وعلى رأسها. Je suis venu ici pour exprimer au nom de la République arabe syrienne et à sa tête le président Bachar al-Assad à l'Algérie notre gratitude pour son soutien, comme de coutume. En particulier durant les derniers événements, l'Algérie a été le premier pays à envoyer une équipe qualifiée, équipée et qui a conduit avec succès plusieurs opérations. Les discussions entre nous et nos frères algériens ne se sont jamais interrompues au sujet de tous les développements dans la région et dans le monde. Nous avons besoin de renforcer ces relations, car ce n'est que comme ça que nous projetterons la vision réelle des deux peuples ainsi que de leurs dirigeants à développer ces relations dans tous les domaines. نعكس الرؤية الصادقة لشعبي البلدين ولقيادتي البلدين في تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Al-Moqdad, s'est exprimé sur l'avenir et le présent de son pays à l'aune des défis majeurs. Nous sommes très optimistes quant à notre avenir, mais également notre présent, malgré tous les défis et les difficultés. Nous luttons au nom du monde entier contre le terrorisme. C'est donc une visite qui survient dans un contexte de mouvements diplomatiques intenses autour de la question du retour de la Syrie à la Ligue arabe. Une approche défendue par l'Algérie. Les détails avec Iman Merad. Le chef de la diplomatie syrienne Faisal Al-Moqdad est arrivé aujourd'hui à Alger pour une visite de 3 jours en tant qu'envoyé spécial du président syrien Bachar al-Assad. La visite intervient dans un moment très opportun, d'autant que le retour de la Syrie sur la scène arabe est de plus en plus visible. La Syrie est revenue sur le devant de la scène avec le sommet arabe d'Alger en novembre 2022. L'Algérie a permis de dépasser ce qui était devenu un sujet tabou qu'aucun n'osait aborder. Mieux encore, l'approche algérienne proposée lors du sommet a servi d'ancrage à toutes les initiatives qui sont venues par la suite, y compris celles saoudiennes. Il faut dire aussi que les séismes ont énormément contribué au déblocage de ce verrou imposé à la Syrie. Le drame a rapproché les cœurs et rétréci les distances et le courant a vite été rétabli. D'abord l'Égypte, ensuite les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite enfin. Des initiatives qui s'inspirent pour la plupart de la matrice algérienne, une approche de plus en plus adoptée par les pays arabes qui acceptent désormais de discuter avec Bachar al-Assad, une idée complètement inconcevable il y a quelques mois. Certains n'écartent même plus l'idée d'un retour de la Syrie dans le giron arabe. Dans ce sens, la visite du chef de la diplomatie syrienne en Algérie témoigne de cette reconnaissance de Damas pour Alger, qui n'a jamais failli à sa position en la question, ni à sa position constante vis-à-vis de la Syrie.
Un soutien que Damas n'oublie pas. L'Algérie ayant toujours joui d'une considération particulière de la part de Damas, qui n'oubliera pas la posture non plus qu'a pris El-Amir Abdelkader avec les chrétiens syriens. Les deux pays ont des attaches ancrées dans l'histoire et dans la politique, et l'Algérie a toujours su être aux côtés de ses partenaires en tentant de rassembler les frères arabes et de réconcilier les points de vue des uns et des autres afin d'aller vers le meilleur pour ce monde arabe, souvent en proie au tiraillement. Actualité en Algérie toujours, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé aujourd'hui un message à l'occasion de la commémoration du jour du savoir qui coïncide avec le 16 avril de chaque année. Le président de la République a souligné qu'il est inévitable de posséder la science et la connaissance et de sauvegarder les conditions de réussite pour les écoliers et les étudiants. Le président de la République a souligné dans son message l'augmentation des affectations financières allouées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, insistant sur l'impératif d'élaborer un cadre législatif ambitieux et stimulant pour la recherche, l'innovation et la création des start-up afin de créer des pôles d'excellence des sciences exactes et de technologie. Et l'actualité, c'est aussi le Soudan. La capitale Khartoum connaît depuis ce matin des combats acharnés entre les forces armées et les forces de soutien rapide. La communauté internationale s'est dit inquiète de l'évolution des événements. Les détails avec Khaireddine Batache. Le bras de fer entre l'armée soudanaise et les forces d'intervention rapide a pris un tournant dangereux ce samedi matin, marquant une escalade sans précédent des tensions qui opposent les deux camps depuis des semaines déjà. Dans plusieurs sites stratégiques de Khartoum, des affrontements ont éclaté, notamment autour du palais présidentiel, les quartiers généraux des forces armées. L'aéroport international de la capitale a quant à lui été survolé par des avions militaires. Cela dit, des échauffourées ont également été signalées à Meroé, dans une base militaire où les forces d'intervention rapide s'étaient déjà déployées jeudi. Pour le moment, il s'agit aussi d'une guerre de communiqués interposés, puisque les deux parties rivales se rejettent la responsabilité de cette escalade et font grimper les tensions par des informations contradictoires quant au contrôle des points sensibles dans le pays. Si l'escalade des tensions s'est jouée en deux actes, d'abord le déploiement des forces d'intervention rapide dans plusieurs villes du pays, sans l'accord de l'armée jeudi matin, les rivalités grandissantes entre Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo sont dues à une des clauses de l'accord politique devant remettre le pouvoir aux civils, tel que souhaité par la communauté internationale. Il s'agit des mécanismes d'insertion des groupes de paramilitaires au sein de l'armée régulière du pays. Pour bon nombre d'observateurs, cette escalade marque un tournant historique pour le Soudan, puisque le pays a joué durant ces 2 dernières années le rôle de stabilisateur, et ce en dépit des crises politiques internes qu'il traverse dans une région encline à de nombreuses tensions et à des abcès sécuritaires. L'Algérie, en tant que présidente du Conseil de la Ligue arabe, suit avec une extrême inquiétude les derniers développements au Soudan après les affrontements aux armes lourdes enregistrés dans la capitale Khartoum entre les forces armées et les forces de soutien rapide et en ce qui en découle de pertes en vie humaine et en biens, selon un communiqué de la présidence algérienne. De son côté, Washington a réagi très tôt après le début des hostilités au Soudan. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est exprimé au sujet des violents combats qui ont éclaté depuis ce matin à Khartoum. First on Khartoum. Premièrement sur Khartoum. Il y a quelques semaines, les principales parties à Khartoum sont parvenues à un accord cadre très important sur la manière de procéder à une transition vers un gouvernement civil et il y a eu de réels progrès pour essayer de faire avancer cela. J'ai parlé au général Burhan il y a quelques jours sur ce sujet précisément. Et il reste encore quelques questions importantes à régler. Mais je pense qu'il existe une réelle opportunité d'avancer sur le cadre convenu. Et c'est certainement ce que nous soutenons fermement.
L'Organisation des Nations Unies qui réagit également dans le dossier libyen par la voix du secrétaire général Antonio Guterres. Il n'y a pas d'alternative aux élections, a affirmé Guterres dans son rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs mis en garde contre la poursuite du statu quo en Libye, qui n'apporterait que de la frustration aux Libyens désireux de s'exprimer et d'élire le représentant lors d'élections indépendantes et transparentes. Et en République démocratique du Congo, au moins plus de 40 personnes ont été tuées dans de nouvelles attaques de villages attribués à une milice communautaire à Ituri, province du nord-est de République démocratique du Congo, où les morts se comptent par dizaines presque chaque semaine. Dans les territoires occupés, pas moins de 400 000 personnes ont observé la prière de vendredi et la prière du soir Tarawih à la mosquée Al-Aqsa, et ce, malgré l'important dispositif sécuritaire déployé par les forces sionistes à l'entrée de la ville Al-Quds et aux abords de la mosquée Al-Aqsa, afin d'empêcher l'arrivée des fidèles. À noter également que de nombreuses interpellations et des dizaines de blessés, y compris par balles, ont été enregistrés hier lors de la répression par les forces sionistes de manifestations pacifiques ou d'incursions à Ramallah et en Cisjordanie occupée. Le dossier du Yémen est marqué par des avancées sans précédent sur le plan politique. Depuis que Riyad et Téhéran se parlent à nouveau, les négociations entamées la semaine dernière à Sanaa donnent des résultats satisfaisants qui se soldent déjà par un échange de prisonniers entre les parties du conflit, en attendant la reprise du dialogue pour un accord de paix global soutenu par l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de l'échange d'environ 900 détenus dans le cadre du conflit au Yémen. Antonio Guterres se joint à l'envoyé spécial pour le Yémen, Hans Grundberg, pour saluer cette opération de libération qui a commencé vendredi et s'étalera sur 3 jours. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan convenu par les parties concernées, le Yémen et l'Arabie saoudite, lors de la dernière réunion du comité de surveillance de l'accord d'échange de détenus, dira le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric. Pour l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen, Hans Grundberg, ces libérations interviennent à un moment d'espoir pour le Yémen, exhortant les deux parties à libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues arbitrairement. Interrogé sur ces libérations de détenus et s'il y a des chances de parvenir à un accord plus large, un cessez-le-feu permanent au Yémen d'ici l'Aïd al-Fitr, Dujarric dira qu'il était dangereux de faire des prédictions. Quoi qu'il en soit, cette libération saluée par tous, y compris les États-Unis, vient comme un présent de l'Aïd pour les familles des détenus, et l'accord provisoire de paix entre le Yémen et Riyad met fin à 8 ans de guerre, un grand ouf de soulagement pour les deux populations dans l'attente de la signature d'un accord de paix global et définitif. Les Français partiront à la retraite à 64 ans. Le feuilleton de la très controversée réforme du régime des retraites en France toucherait-il à sa fin? Le Conseil constitutionnel a validé l'allongement de la durée de travail, mais pas l'intégralité de la réforme proposée par l'exécutif français. Le président Emmanuel Macron a, dans la foulée de cette annonce, promulgué la loi. Les détails avec Souila Kilal. Malgré les protestations, la grogne sociale, les heurts et les critiques, le président français Emmanuel Macron ne s'est pas démonté. Presque seul contre tous, il est allé au bout de la très controversée loi sur la réforme des retraites. Après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel vendredi, cette réforme, avec sa mesure phare du recul de l'âge de départ en retraite à 64 ans, a été promulguée ce samedi matin au journal officiel, dont le texte de ce 15 avril 2023 énonce que le Code de la sécurité sociale est ainsi modifié. Au premier alinéa, le mot 62 est remplacé par 64. Immédiatement après l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel, l'intersyndicale toujours mobilisée avait demandé solennellement au président français de ne pas promulguer la loi. Une demande qui n'a pas eu l'écho escompté auprès de Macron, qui a apposé sa signature.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs bloqué une première demande de référendum d'initiative partagée de la gauche qui espérait entamer la collecte de 4,8 millions de signatures en vue d'une inédite consultation des Français. Prônant l'apaisement, Elisabeth Borne a déclaré qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu et que le gouvernement voulait poursuivre la concertation avec les partenaires sociaux. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a évoqué un 1er mai décisif en accusant le Conseil constitutionnel d'avoir aggravé la crise. Pour Marine Le Pen, le sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé et son entrée en vigueur marquera la rupture définitive entre le peuple français et Emmanuel Macron. Macron devrait vraisemblablement prendre la parole en début de semaine prochaine. En revanche, la rencontre qu'il a proposée aux syndicats pour mardi n'aura certainement pas lieu, l'intersyndicale n'entend pas se rendre à l'Élysée avant le 1er mai, traditionnel rendez-vous social qu'elle souhaite transformer en journée de mobilisation exceptionnelle et populaire. Dès l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel, des rassemblements spontanés et manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes françaises, notamment à Paris, où des débordements ont été constatés. Et justement, à peine la décision du Conseil constitutionnel promulguée que des manifestations et des heurts ont de nouveau éclaté dans plusieurs villes en France, Paris, Marseille, Rennes ou encore Nantes, dans la capitale où 4000 personnes en colère se sont réunies devant l'hôtel de ville. Pas moins de 12 interpellations ont été enregistrées alors que de nombreux incendies ont été déclarés devant des bâtiments publics. Aux États-Unis, à une année avant la présidentielle, l'actuel président américain a annoncé avoir déjà fait son calcul pour la présidentielle 2024 et qu'il l'annoncera relativement bientôt. Le président démocrate avait battu lors de la dernière présidentielle le président candidat Donald Trump au terme d'un scrutin électoral tendu. Nous vous le disons en titre, le poids géopolitique de la Chine sur l'échiquier international lui confère un statut de pays pivot. Les visites diplomatiques et les escales des chefs d'État se succèdent à Pékin. Le dragon asiatique n'est plus perçu comme une puissance économique uniquement depuis qu'il a de nombreuses cartes à jouer sur le plan géopolitique. Les détails avec Safouane Ben Sabri. L'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à venir, mais il arrive. L'heure est désormais à la multipolarisation et au rééquilibrage des rapports de force internationaux. Après plusieurs siècles de domination occidentale, quelle place occupe Pékin aujourd'hui et demain ? Sur le plan géopolitique, la Chine occupe de plus en plus d'espace sur la scène internationale. Premier galon à l'ère post-24 février 2022, l'initiative pour la paix en Ukraine, saluée à la fois par Moscou et Kiev. Viendra ensuite un coup d'éclat, la réconciliation inattendue entre l'Arabie Saoudite et l'Iran dans un Moyen-Orient libéré de l'omniprésence américaine. S'opère depuis un balai diplomatique à Pékin, Emmanuel Macron, qui a effectué le déplacement en Chine, a tenu à convaincre Xi Jinping du rôle prépondérant que peut et doit avoir Pékin dans la résolution du conflit en Ukraine. Macron a par ailleurs appelé depuis Pékin à ne pas faire de suivisme vis-à-vis de Washington. Quelques jours après, c'est au tour d'Annalena Baerbock, chef de la diplomatie allemande, d'affirmer à Pékin qu'aucun autre pays n'a plus d'influence sur la Russie que la Chine. Il était en réalité possible d'étendre ce postulat à plusieurs pays dans différentes parties du globe. Lula da Silva, dans une volonté de réinscrire le Brésil dans les affaires du monde, se rend à Pékin et demande quant à lui la fin de l'exorbitant privilège du dollar, fer de lance de la domination économique américaine. Je pense que si nous devons construire un système monétaire unifié, de grands pays comme la Chine et le Brésil n'ont pas besoin d'utiliser le dollar américain dans le commerce. Nos deux pays peuvent totalement construire un système monétaire unifié. Boudée par les États-Unis, convoitée par le reste du monde, la Chine représente désormais la seconde voie pour certains et la première pour d'autres. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a été évacué après une explosion alors qu'il s'apprêtait à prononcer un discours dans le port de pêche de Sakazaki, dans l'ouest du pays. Il était présent pour soutenir un candidat de son parti en vue des élections partielles japonaises. Fumio Kishida a pu reprendre ses activités électorales.
Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.